Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Guinée avec un dossier du jour consacré au climat politique et au dialogue entamé entre le pouvoir et l'opposition. Au sommaire également de cette émission, le Maroc a demandé officiellement sa réintégration au sein de l'Union africaine, institution qu'il avait quittée il y a plus de 30 ans. Et Boko Haram, organisation terroriste qu'on dit affaiblie, a de nouveau frappé et attaqué samedi 24 septembre des positions de l'armée tchadienne. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nous invités avec à ma droite Monsieur Diallo, membre de la société civile guinéenne. Monsieur Diallo, bienvenue. Merci de votre invitation. Et Monsieur Makanera, professeur de droit. Monsieur Makanera, bienvenue parmi nous. Merci madame. Et notre éditorialiste, bien évidemment, Jemal Taleb. Jemal, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est désormais officiel. Le Maroc demande sa réintégration au sein de l'Union africaine après l'avoir quitté il y a 32 ans maintenant en réaction à l'admission de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Que peut donc signifier ce retour? Une question sur laquelle s'est penchée notre journaliste Zahra Mohamed Moutiou. Regardez. Le Maroc, qui a quitté l'Union africaine en 1984, est formel dans son souhait de rejoindre l'organisation. Le roi Mohamed VI vient de soumettre une demande de réadmission. Cette démarche aurait été entreprise à New York le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Une lettre d'intention a été remise à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Une autre lettre a été déposée à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Le Maroc a changé, sa diplomatie économique lui a servi de levier pour pouvoir rattraper et surtout construire une stratégie africaine, une politique africaine. Le Maroc aujourd'hui s'appuie sur un socle très solide pour revenir en force. Le Maroc s'appuie sur des pays pour ce retour, sur des pays comme le Gabon. Il y a un axe stratégique avec le Gabon, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et aussi le Mali. L'enjeu de ce retour au sein de l'UA est lié au Sahara occidental. Sur ce dossier, la diplomatie marocaine est très active depuis 3 ans, à la fois sur la scène continentale africaine, mais aussi à l'international. Objectif pour le Royaume, convaincre les 53 États membres, les uns après les autres, de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 et dont le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination. Aujourd'hui, il y a 28 pays déjà qui ont constitué un appel pour l'exclusion de la RASD. Et puis, il y a un affaiblissement aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a beaucoup de gens voient dans ce problème une question très artificielle. Cette démarche d'adhésion du Maroc devrait être examinée lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba. Pour les Marocains, ce rendez-vous est d'une extrême importance dans la mesure où Nkosazana Dlamini Zuma est connu pour ses positions favorables au Front Polisario. Monsieur Diallo, que peut-on voir à travers ce retour, puisque le Maroc avait quitté l'Union africaine pour protester contre l'admission de la RASD, que peut donc signifier ce retour, étant donné que la République arabe sahraoui démocratique fait encore partie de l'Union africaine? Oui, bon, quand on reprend la formule du roi du Maroc, il dit quand on a une plaie, il vaut mieux la soigner de l'intérieur que de l'extérieur. Je trouve que c'est une bonne formule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc collabore avec presque tous les pays influents qui sont membres de l'Union africaine. Donc le mieux pour le Maroc, ce serait de réintégrer l'Union africaine parce qu'elle n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec les membres influents de l'Union africaine. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et ça prouve aussi que l'Union africaine est très forte et qu'elle peut apporter des solutions à des pays qui pensaient se développer en étant en dehors de l'Union africaine. Monsieur Makanera, comment traduisez-vous cette volonté de retour du Maroc au sein de l'Union africaine? Je pense que le bon sens voudrait qu'on change une stratégie qui ne marche pas. Le Maroc s'est retiré, vous avez dit, il y a plus de 30 ans. Pourquoi? Pour la présence du Front Polisario. La situation reste ce qu'elle est. Ça n'a pas marché et le Maroc tente maintenant de revenir à l'intérieur
pour essayer peut-être d'obtenir ce qu'il n'a pas obtenu en étant à l'extérieur. Mais le problème aussi, c'est que le Maroc, en restant en dehors de l'Union africaine, ne pouvait que limiter son influence, qui est quand même grandissante. Le Maroc est, à l'échelle africaine, une puissance. Mais sa puissance ne s'exerce que dans des relations bilatérales. Je pense que le Maroc a compris qu'il a toute sa place dans l'Union africaine, où aujourd'hui beaucoup de pays de faible dimension par rapport au Maroc jouent des rôles quand même que le Maroc aujourd'hui pouvait jouer. La question pour le Maroc, peut-être pour les chefs d'État africains, c'est une bonne chose. Reste la population, les peuples africains, en tout cas à mon modeste niveau. Si c'est une joie pour le Maroc et les autres États, beaucoup de populations pense en tout cas que c'était non-événement parce que l'Union africaine est loin d'accomplir la mission qu'elle s'est assignée, c'est-à-dire la bonne gouvernance, la démocratie, la protection des droits humains. Gemal, pourquoi ce retour intervient-il maintenant? Moi, j'ai envie de dire pourquoi au départ. Et donc, quand on répond à la question pourquoi ils sont partis, on trouvera facilement la question pour laquelle ils sont revenus aujourd'hui. Ce que dit M. est vrai. Le constat marocain est un échec absolu. C'est-à-dire qu'ils sont partis en 1984, quand ce que M. appelle le Front Polisario, que moi j'appelle la République arabe sahraouie et démocratique, parce que c'est comme ça qu'elle est reconnue par l'Union africaine, a été acceptée. C'est d'ailleurs un paradoxe marocain assez particulier, mais on a changé de roi entre-temps, ça ne vous a pas échappé, on a changé d'orientation, on a changé de politique. Le poids marocain, le continent africain existe, mais enfin il faut le relativiser. Ce n'est pas un pays qui a une capacité d'investir 100 milliards de dollars du jour au lendemain. Non, c'est un pays important, c'est un pays qui a une politique importante, une diplomatie importante, une présence africaine importante, et donc ça n'avait aucun sens qu'il y échappe. Ce qu'on peut constater toutefois, c'est que les raisons pour lesquelles il est parti sont encore là. C'est-à-dire que la RAST est toujours membre de l'Union africaine, et plus que jamais. Et les pays qui la reconnaissent, c'est-à-dire les géants du continent africain, sont toujours là, et pas les petits pays, du tout, les géants. Deuxièmement, c'est toujours très paradoxal de la part du Royaume du Maroc de reconnaître une souveraineté totale et absolue sur le territoire sahraoui, alors qu'en réalité, il en avait abandonné la moitié à la Mauritanie. C'est-à-dire que sa souveraineté qu'il reconnaît tellement n'est pas si évidente que ça, puisque déjà eux-mêmes avaient accepté que la moitié ne leur appartenait pas. C'est discutable. Et donc c'est difficile de dire aux États africains reconnaissez-nous la souveraineté sur un territoire dont on acceptait déjà que la moitié ne nous appartenait pas. Et donc c'est toujours très compliqué. En tout cas, poser ça comme position, comme condition sine qua non, comme préalable pour la retour à l'Union africaine était de mon point de vue un non-sens diplomatique. Enfin, les Marocains sont de grands diplomates, la diplomatie marocaine est absolument remarquable, ils l'ont compris, il vaut mieux tard que jamais. On verra. Il y a une deuxième diplomatie qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la diplomatie algérienne. L'Algérie est un retour en force. C'est une puissance régionale qui est importante et qu'il ne faut pas négliger. Et pour le coup, elle n'est jamais partie. Elle a cultivé ses réseaux africains, elle a cultivé sa diplomatie africaine. Et il y a probablement, me dit-on, son ministre des Affaires étrangères actuel, qui est un ancien commissaire de l'Union africaine, qui est candidat probablement pour remplacer Nkosazana de la ministre Zouma. Et donc, il ne faut pas non plus sous-estimer. C'est-à-dire croire qu'il y a une diplomatie marocaine qui revient sur un terrain vierge qui est abandonné. Non, c'est pas vrai. Ils l'ont abandonné pendant 30 ans et quand vous lâchez pendant 30 ans, beaucoup de choses se passent après vous. Monsieur Diallo, l'opération onusienne a prolongé son mandat dans le Sahara occidental en vue d'un référendum. Et même sur ce point-là, ça bloque. Les différents protagonistes n'arrivent pas à s'entendre sur la composition des listes électorales. Quelle peut donc être la solution de ce conflit qui freine le développement, en tout cas, de l'intégration sous-régionale en Afrique du Nord? Oui, mais peut-être que même si moi je pense que la solution qui a été proposée par les Nations Unies n'est pas la meilleure, il vaut mieux la prendre parce qu'on sent bien qu'en interne, ils ne vont jamais s'entendre. Donc, il vaut mieux une mauvaise solution qu'une solution acceptable, qu'une non-solution en quelque sorte. Donc, à mon avis, bon, je dirais que même si j'ai des propositions à faire, mais il vaut mieux se référer à la proposition de l'Union africaine. J'ai mal. Non, la position des Nations Unies est claire, un référendum. La question, c'est sur quelle base. Est-ce qu'on l'a fait sur la base du recensement de 1973, c'est-à-dire celui qui a été fait par les Espagnols, ou est-ce qu'on l'a fait sur une base nouvelle, en sachant que le
Front Polisario, pardon, la République sahraoui arabe démocratique disent nous n'acceptons absolument pas, puisqu'il y a une colonisation assez forte des territoires sahraouis sous occupation marocaine, et donc l'idée de penser que de nouvelles populations vont voter sur un référendum pour lequel ils n'ont aucune légitimité n'a aucun sens. Et donc la question, c'est d'abord une question de corps électoral, mais pas seulement. Le Maroc concède en réalité une souveraineté interne, mais il ne concède pas l'indépendance en soi. Et d'ailleurs, le fait de se draper longtemps derrière ce référendum qui n'aura pas lieu en réalité, c'est parce qu'au fond, ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une souveraineté interne, même assez large, c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs la régionalisation. Enfin, sauf que la question du droit international est très compliquée, parce qu'encore une fois, c'est le 18e territoire à décoloniser encore inscrit aux Nations Unies, et l'effectivité du droit international telle que l'illicéité au départ ne peut pas être rendue licite, même par le temps écoulé. Monsieur Diallo, le référendum d'autodétermination est donc bloqué depuis 1992. Pensez-vous qu'une issue est aujourd'hui possible? L'issue est à la merci des deux parties. C'est-à-dire? Vous savez, les Nations Unies, nous les connaissons maintenant. Il y a des endroits où elles sont très fortes et dans d'autres sont dans une position, je peux dire, de sommeil. Si le Maroc et la République sahraoui, Arabe Sahraoui démocratique, ne décide pas, ce n'est pas la proposition. D'ailleurs, ce qui reste une proposition de l'ONU qui va changer quoi que ce soit. Là, dans les engagements des recommandations des Nations Unies, nous savons, dans un certain nombre de pays dans le monde, c'est-à-dire depuis 60 ans, rien ne bouge. Je pense que la solution viendra des deux protagonistes, pas des Nations Unies. Elles peuvent accompagner, mais pas plus. En tout cas, dans l'état actuel des choses. J'ai mal? Oui. Ne pas oublier, le droit, vous êtes juriste, le droit a son importance. Et donc, la charte de 1966, la charte des droits civiques et politiques est claire. La souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'autodétermination des territoires est une chose importante. Et donc, si on est attaché à l'ordre juridictionnel, à l'ordre mondial, international, mondial, tel qu'il a été défini depuis les années 40, on est obligé, force de constater que nous sommes obligés de trouver une solution qui soit basée sur le droit, parce que le droit de ce point de vue-là ne peut pas être négociable. Je n'ai pas dit le contraire. Je pointe du doigt l'inefficacité des Nations Unies. Vous savez, ils ne sont pas aussi inefficaces que ça, je ne suis pas d'accord. Mais ça dépend. En tout cas, le conflit israélo-palestinien qui est fondé aussi sur le droit international est encore là. Tout à fait. Ça fait quand même 60 ans. Absolument. Voilà. Et 4 soldats tchadiens ont perdu la vie ce samedi 24 septembre. C'était près de la frontière avec le Niger. L'attaque serait attribuée au groupe terroriste Boko Haram, qu'on dit pourtant affaibli. Mélina Bokassa. Quatre soldats tchadiens ont péri dans une attaque attribuée à Boko Haram. Une position de l'armée tchadienne a été attaquée dans la nuit de samedi à dimanche 25 septembre, faisant état de 4 décès et 6 blessés. Attribuée au groupe djihadiste nigérian Boko Haram, l'attaque a eu lieu près de Kagia, à la frontière avec le Niger. Aux environs de 20h samedi soir, les éléments de Boko Haram ont attaqué le poste de Djoroye, près de la frontière avec le Niger dans la région du lac Tchad, tuant 4 de nos soldats. Dans sa riposte, l'armée tchadienne a tué 7 éléments de Boko Haram. La région du lac Tchad est soumise à des attaques fréquentes du groupe djihadiste Boko Haram. Les pays riverains de cette région, dont le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et auquel s'est joint le Bénin, ont donc mis en place une force régionale pour lutter contre ces djihadistes, la force multinationale mixte. Depuis la mise en place de cette force multinationale avec un état-major en N'Djamena, cette force, malheureusement, n'est pas fondamentalement opérationnelle. Elle manque des hommes parce que les pays contributeurs, pour la plupart, n'ont pas mobilisé les contingents, leur part de contingent, et de l'autre également, elle manque cruellement de moyens d'action et elle se repose essentiellement sur le fort propre du Tchad. Alors, le Tchad est le seul qui, jusqu'à là, je suis désolé de le dire parce que le seul qui est jusqu'à là en train d'apporter tous les sacrifices nécessaires à la lutte contre cette secte qui, pour beaucoup de gens, elle a disparu, mais réellement, elle est entrée dans la société, elle est entrée dans la clandestinité, mais elle reste toujours opérationnelle sur un terrain comme le lac Tchad, qui est une zone pratiquement qui manque de tout contrôle. Aucun des États limitrophes ne contrôle réellement cette partie de l'Afrique centrale.
Les Tchadiens sont en effet à la pointe de la lutte contre Boko Haram avec une remarquable capacité opérationnelle. Ils ont été à plusieurs reprises le fer de lance des offensives contre les djihadistes. Pour exemple, c'est avec leur aide que les forces nigérianes ont lancé en mars 2015 depuis le Niger une vaste offensive dans la zone frontalière côté Nigeria. Grâce à la coopération régionale et à la mutualisation des renseignements, ces différentes opérations qui leur permettent de reprendre plusieurs villes alors occupées par Boko Haram, comme Damasak où les militaires découvrent un charnier, puis Malam Fatori situé juste en face de Bosso. Gemal, on a parlé d'un Boko Haram affaibli, voire en perte de vitesse. Est-ce vraiment le cas, car les attaques continuent? Ce sont même des positions de l'armée qui sont attaquées. Ce n'est pas contradictoire. On peut être en perte de vitesse et faire des coups. Je pense aussi, moi, que Boko Haram est en perte de vitesse, comme je pense que AQMI dans le Sahel est en perte de vitesse, que l'État islamique en Libye est en perte de vitesse et que nous vivons sans doute les derniers mois, les dernières périodes en tout cas de ces fléaux-là. Cela dit, vous savez, quand il y a une métastase, vous la soignez, ça prend beaucoup de temps pour qu'elle soit éradiquée complètement. Et puis ils sont toujours capables de faire des coups. Le Tchad a payé le prix fort, très fort, de la lutte contre Boko Haram, parce qu'encore une fois, c'est une armée aguerrie, c'est un peu plus courageux. Malheureusement, ça tombe le Tchad dans la plus mauvaise période parce que le cours des matières premières est assez faible, le pétrole est à un niveau très très bas et donc le Tchad mène seul, courageusement, vaillamment, une guerre dont il n'a pas les moyens. Et puis hélas, ça le détourne encore une fois des objectifs qui doivent être les seuls importants, qui sont ceux du développement. Cela dit, il faut qu'on se dise les choses. Boko Haram, c'est grave, c'est sérieux, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de tout ce que nous allons faire les prochaines années. Encore une fois, la bataille, la vraie bataille, on doit la mener pour l'école, pour le développement, pour les routes, pour la santé. C'est ça, de mon point de vue, la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut la minimiser, parce que sans sécurité et sans stabilité, vous ne ferez pas tout le reste. Mais il ne faut pas que tous les efforts de nos États soient uniquement axé là-dessus, ce serait dramatique pour nous tous. Monsieur Makanera, vous partagez cet avis de Gemal selon lequel Boko Haram serait affaibli, qui pourrait peut-être même disparaître dans quelques mois? Bon, quelques mois, peut-être, lui, il a des informations que je n'ai pas, mais je pense... En tout cas, sur du court terme. Je n'en ai aucune, je vous rassure. Mais je pense, moi aussi personnellement, que Boko Haram n'aura pas d'issue. Son issue, son avenir réside dans sa disparition. Mais le problème, ne pensons pas que cela va se faire du jour au lendemain, du moment que c'est un groupe qui a eu le temps, avec la complicité d'un certain nombre d'officiers supérieurs de son pays d'origine, qui s'est armé, qui a bénéficié des armements, des informations, qui a fait un bon moment dans la brousse. Et puis surtout, ce sont des gens qui n'ont plus grand-chose à perdre. C'est-à-dire, ils peuvent se battre jusqu'à la mort. Ils n'ont rien à perdre. Ils savent qu'en se rendant, ils ont des comptes à rendre. Les menaces peuvent diminuer, mais disparaître totalement peut prendre un peu de temps. Mais je pense qu'ils sont engagés sur une voie sans issue. Ça, c'est ce que je pense aussi. Gemal, que pensez-vous de la force mixte multinationale? Est-ce qu'elle a, depuis sa mise en place, donné des résultats concrets selon vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas, encore une fois, nous ne sommes pas dans une guerre menée par des États mutualisés et en tout cas des forces mutualisées. Ce sont des États qui la font les uns après les autres. J'ai dit quelques mois et je n'en sais en réalité rien du tout. Je pense que sous une période moyenne, on arrivera sans doute à ces fléaux. Ce que vous dites, monsieur, est absolument juste. La mutualisation est une chose importante, mais il y a, de mon point de vue, un point plus important. Nous sommes loin de l'Irak, de la Syrie, où il y a une guerre civile, où on peut considérer que ceux qui viennent nous aider dans le malheur qui est le nôtre, nous sommes prêts à les accepter quoi qu'il en soit. C'est-à-dire le triangle sunnite irakien considère que l'arrivée de l'État islamique est probablement meilleure que la situation qu'il vivait auparavant. Chez le Boko Haram, nous sommes dans une situation totalement différente. C'est-à-dire que les populations qui subissent Boko Haram la subissent de façon malheureuse. Et donc, l'idée que Boko Haram soit quelque chose qui a de l'avenir parce que la population de ces pays-là les soutient n'a aucun sens. Et donc, les aventures périlleuses, dangereuses, criminelles de ces gens-là ne peuvent de toute façon pas avoir un avenir
ni lointain, ni pérenne, pour la simple raison, c'est que la population n'y adhère pas. C'est la raison pour laquelle je pense que l'effort de lutte, encore une fois, mutualisé, évidemment, bien entendu, contre ces fléaux-là est important, mais aussi on pouvait mutualiser un peu plus d'efforts pour donner aux populations locales les raisons de ne pas croire en Boko Haram, de ne pas accepter Boko Haram et de mener une guerre sans merci, plus sérieuse, plus long terme. Je donne l'exemple du Mali. Le nord du Mali, encore une fois, je veux dire, l'idée de penser que les Touaregs sont des terroristes, c'est une imbécilité que personne ne peut imaginer. Mais si vous laissez les populations du nord du Mali laisser pour compte dans une misère qui n'a pas de nom, il est impossible de ne pas imaginer à un moment donné que le terreau ne soit pas favorable aux djihadistes. Et donc je pense moi que la première guerre, il fallait la faire contre l'ignorance, l'illettrisme, mais aussi la misère, la pauvreté, le chômage. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.